Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, avec grand plaisir, je vous retrouve à l'émission Droit à la parole. Cette émission, nous la passons à partir de Bruxelles où nous nous retrouvons. L'occasion faisant les larrons, nous avons eu le bonheur et la chance de rencontrer le professeur Taylor Lubanga, qui est ici en mission de service pour la République et qui a accepté de répondre à nos questions. Il est, pour ceux qui ne le savent pas encore, que c'est rare dans notre pays, il est chargé des missions du chef de l'État, il est professeur d'université et la charge qu'il a, c'est de créer le pont entre la collaboration entre la CPI et la République du Congo, notre pays. Professeur, merci de nous recevoir. Merci beaucoup, Willy Kalingai. Avec plaisir, je vous vois ici. Je suis heureux de vous retrouver également, plusieurs jours après, plusieurs années. Oui. Bon, c'est un plaisir, un plaisir. Alors, vous êtes ici au cœur même de l'Union européenne, c'est ici où se traite la politique de ces continents vers les autres continents. Et vous, votre mission est quand même assez particulière, vous êtes chargé de relations avec la CPI. Notre pays, le Congo, est présenté un peu de manière péjorative comme l'élève docile de la CPI qui a offert ses enfants au jugement international. Qu'est-ce que le Congo a gagné depuis que nous collaborons avec la CPI? Merci pour la question. Et il faut ici souligner que nous ne sommes pas d'élèves dociles ou d'élèves suivistes de la politique de la Cour internationale. Il est heureux de souligner que la RDC, effectivement, fait partie des premiers États. Avoir non seulement ratifié le statut de Rome, mais également, par sa signature, avoir permis l'entrée en vigueur des statuts de Rome en raison justement du nombre attendu pour l'entrée en vigueur de ces statuts. C'est en 2004 que la République démocratique du Congo avait décidé de déférer la situation qui prévalait dans notre pays, en RDC, situation du Touri, situation du Sud Kivu, à la Cour, n'est-ce pas, pour permettre des poursuites et endiguer l'impunité qui sévissait dans cette partie de la République. Il faut peut-être souligner que c'est à cette époque-là que la Cour pénale avait reçu pour la première fois, l'on va dire dans sa phase expérimentale, une affaire sur laquelle les toutes premières enquêtes de la Cour pénale internationale ont eu lieu. L'affaire Thomas Lubanga Dilo, l'affaire Jérémie Katanga qui viendra plus tard. Nous sommes partis d'un accord de collaboration de juin 2004 vers justement les tout récents mémorandum d'entente du 1er juin 2023 qui a facilité, sinon jeté les jalons d'une véritable coopération avec la Cour pénale internationale. C'est en fait un engagement pour la République de lutter non seulement contre l'impunité, mais également d'endiguer et de prévenir les crimes les plus graves. Pourquoi? Parce que dans son rôle pédagogique, la peine, surtout celle qui provient de la Cour pénale internationale, a ceci de particulier qu'elle participe du redressement de mœurs internationales, mais également de sa capacité à pouvoir contraindre les potentiels criminels à comprendre, de par les enjeux, les conséquences des peines qui sont beaucoup plus lourdes, et à éviter de commettre les crimes. Voilà pourquoi la RDC a été alors à tort considérée comme le meilleur élève, mais non, il s'agit d'un État qui a compris que la lutte contre l'impunité est une valeur importante, et donc une valeur, bien entendu, au service de l'humanité la plus faible, parce que les crimes sont toujours dirigés contre les personnes qui n'ont pas le même moyen de défense que nous, et qui vivent généralement dans des milieux les plus reculés. Voilà donc pourquoi on peut dire que la RDC est un État civilisé, parce que cet État a accepté de livrer certains criminels ressortissants ou appartenant à cet État à un jugement neutre, donc international. Mais dites-moi, c'est vrai qu'on peut comprendre ça dans ce sens-là. Ça signifie nous voulons combattre l'impunité et nous offrons en fait à la CPI des dossiers. Mais les derniers dossiers en date que le Congo a présentés au monde et qui viennent de soulever même un peu les reculs de l'Union européenne, c'est le dossier Nanga et consorts, où la justice congolaise, encore sous moratoire, a pris la décision d'une condamnation à mort.
Et l'Union européenne a dû dire, n'est pas être d'accord avec cela. Alors d'un côté, on veut combattre l'impunité, de l'autre côté, on veut préserver un certain nombre de valeurs. De quel côté nous situons? Comment vous avez interprété cette question? Merci beaucoup. C'est qu'il y a une adéquation entre la rigueur pénale, d'une part, et l'autre, l'engagement alors ferme de lutter contre l'impunité des crimes les plus graves. L'Union européenne a des valeurs que nous acceptons, mais des valeurs qui ne sont pas des valeurs universelles. Parce que les USA, parce que l'Israël et bien d'autres États sont encore aujourd'hui des pays non abolitionnistes, oui, ou on va dire rétentionnistes, parce que dans ces États-là, la peine de mort est appliquée. C'est vrai, la peine de mort est un châtiment le plus grave, mais ce châtiment joue le rôle le plus important lorsqu'il s'agit ou lorsqu'il est appliqué aux personnes aussi auteurs des crimes les plus graves. Comment voulez-vous que la vie humaine ne serve d'aucun repère, ne fasse pas peur, que les gens se permettent de tuer comme ils veulent? Donc, au niveau de l'Afrique, au niveau du Congo, nous avons donc à un moment donné, par le passé, décrété le moratoire, mais nous n'avons jamais supprimé la peine de mort. C'est vrai qu'il fallait observer l'évolution de la dangerosité des criminels, l'évolution de la réinsertion ou si vous voulez bien, du retour aux bonnes valeurs pour supprimer. Pourquoi? Parce que le moratoire est une période d'observation qui permet de suivre le mœurs criminel et de prendre la décision de supprimer la peine de mort. Or, dans l'observance constatée, l'on se rend bien compte que les crimes, au lieu de regresser, accroissent et que la vie humaine n'a aucun sens, n'a aucune valeur aux yeux de ces criminels. Voilà pourquoi les juges congolais ont pensé appliquer la peine de mort. Ou plutôt prononcer la peine de mort à l'encontre ou à l'endroit de ces Congolais et autres auteurs de crimes que nous déplorons. Mais maintenant, sommes-nous ici les élèves de l'Union européenne où nous vivons en cohabitation des valeurs? Autrement dit, est-ce que ce que veut l'Union européenne, c'est ce qui doit nous être imposé? La réponse ici n'est pas affirmative, parce que nous sommes un État souverain. Il appartient à la RDC d'apprécier ce qu'elle considère comme valeur et des valeurs qui constituent pour elle, la RDC, les palladiums sécuritaires. Effectivement, l'on peut pouvoir déplorer que la peine soit la plus lourde parce qu'il peut exister également des erreurs judiciaires, mais dans les cas qui nous concernent, oui, ces erreurs sont à minimiser. Justement parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectivement fustigé l'état de la justice au Congo en disant qu'elle était malade. Et le moratoire était un tout petit peu une forme de filet de sécurité dans le cas où des personnes ont été amenées jusqu'à la peine de mort. On n'exécutait pas ces personnes parce qu'il pourrait exister des erreurs judiciaires. Maintenant, vous avez levé le moratoire, on a condamné, mais la justice est encore malade. Alors, comment vous faites? Quelles sont les réformes, justement, que votre gouvernement, le gouvernement du président Félix, veut mettre en place pour, finalement, réformer cette justice? Merci beaucoup. Il faut d'abord préciser que le moratoire ne veut pas dire que la peine de mort ne peut plus être prononcée. C'est seulement ne doit pas encore être exécutée. Oui. Alors, si le moratoire est compris comme un momentum d'observation de cette mœurs, avec possibilité de commuer la peine de mort en une peine à perpétuité, l'on peut donc comprendre que les finalités politiques de ce moratoire ont été discutables en raison de la persistance et même de l'attrait à la criminalité la plus grave. Mais maintenant, que faisons-nous des réformes qu'il faut? Et donc, il convient ici de préciser que la justice congolaise a accusé à un certain moment de son histoire des faiblesses qui ont même amené les analystes, en premier le président de la République, à pouvoir la perfiser par des mises en place, par effectivement, en contrepartie des mises en place, la révision du statut de magistrat, la révision des conditions professionnelles des magistrats, le recrutement des jeunes magistrats pour renforcer les dispositifs judiciaires ou de judiciarité, de manière à approcher le justiciable du justicier. Tous ces efforts concourent justement ou participent
de cette amélioration d'un appareil judiciaire que nous voulons, capacitant au niveau des problèmes qui sont les nôtres. Mais les bonnes réformes, M. Willy Kalengai, sont des réformes mentaux. Le juge doit apprendre, doit considérer que l'indépendance n'est pas un cadeau. Il doit arracher son indépendance vis-à-vis de l'influence politique, vis-à-vis effectivement des trafiquants d'influence contre lesquels le président de la République s'est érigé. Il a dit « j'attends ». À une occasion très récente, alors que les chefs de l'État venaient de prendre le serment de hauts magistrats, il a dit au bureau du CSM que « Monsieur le magistrat, je n'ai jamais envoyé quelqu'un vous voir à mon nom pour telle ou telle procédure. Si quelqu'un vit à mon nom, eh bien mes collaborateurs sont là, j'étais tout à côté du président de la République. Dénoncez-les. Arrêtez-les. Faites-les moi savoir. Les chefs de l'État est celui qui se mêle de moins, même pas du tout, en ce qui concerne le travail des magistrats. Mais il est intéressé lorsque les valeurs attendues des magistrats sont par eux-mêmes, par moment, en situation, disons, de non-exécution. Et donc, les efforts doivent être d'abord au niveau du magistrat, de l'homme magistrat, qui doit comprendre que l'indépendance n'est pas un cadeau, mais plutôt un droit. Et donc, c'est à lui de le revendiquer. La deuxième réforme, la plus importante, elle est celle qui va devoir consister désormais à pouvoir exécuter les peines. C'est vrai pour la peine de mort, le débat peut être engagé sur la possibilité de communier, encore pour les crimes acceptables. Les crimes de sang sont les crimes les plus cruels. Je ne sais pas ce que les Congolais décideront. Mais les peines, lorsqu'elles sont exécutées, elles jouent le rôle pédagogique et elles peuvent permettre aux personnes qui seraient tentées de commettre les crimes pour lesquels les condamnés sont en train de purger les peines, de s'en raviser. Voilà pourquoi je pense que les bonnes réformes doivent être celles d'exécution, celles de l'indépendance du pouvoir judiciaire et par-delà, celles de mesures d'encadrement du gardien. Parce que les gagnants, c'est le magistrat lui-même qui doit être encadré. À moins que ce soit une mauvaise perception, mais on remarque quand même qu'on parle beaucoup de détournements depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi, comme si les détournements, comme si c'était quelque chose qui était lié à un type de gouvernance. Est-ce que c'est une mauvaise perception ou bien c'est parce qu'on commence à les traquer qu'on en parle? Quelle est l'approche que vous en avez? Monsieur Willy Kalengai, vous avez ciblé un vrai problème et je voudrais bien que les téléspectateurs m'entendent et me suivent sur cette question. Il faut donc féliciter les Congolais aujourd'hui et féliciter le dirigeant de ce pays. En premier, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant le régime duquel aujourd'hui on dénonce les détournements. Mais les détournements ont été massifs sous le régime passéiste. Mais plus personne n'en parlait. Pourquoi? Parce que par crainte d'être exécuté. Aujourd'hui, les Congolais commencent à dénoncer des détournements, alors que, comparaison faite au régime passéiste, l'ampleur des valeurs vraies est tellement importante par rapport à ce qu'on dénonce aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit être fier d'entendre quelqu'un dire tel a détourné. Mais rappelez-vous les détournements d'autant de sommes de millions. Rappelez-vous les carrés miniers volés. Mais rappelez-vous de tout ça. Qui en parlait? Ou qui pouvait oser en parler? Sous le régime de Félix Tshisekedi Tshilombo, les Congolais aujourd'hui dénoncent. Et on apprend qu'il était là détourné. Encore qu'il faut ici attendre que le jugement définitif soit rendu. Pourquoi? Parce que toute personne n'est présumée innocente. Lorsque la condamnation définitive dans les conditions où le droit de sa défense ont été protégés n'est pas encore intervenu. Et donc ici, nous devons nous féliciter. Nous devons aujourd'hui remercier les Congolais pour cette vitalité démocratiste qui a permis et qui permet aujourd'hui de dénoncer et de pouvoir, par un jugement presque populaire, de décourager les pratiques qui pourraient provenir de n'importe qui. Mais vous n'avez pas peur non plus d'une théâtralisation de la justice, parce que à force de la passer sous le label d'un folklore, finalement, elle est mal distribuée parce qu'elle devient expéditive. Elle s'est fait à la tête du client, dénoncée dans les réseaux sociaux par exemple. Vous êtes directement condamné. Non, mais écoutez, Willy Kalengai, le vrai problème, c'est finalement cette intolérance, ces nouveaux tribunaux des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez des journalistes qui sont même des juges. Un journaliste qui dit « Toi, tu seras condamné. » Un journaliste.
qui dit j'ai des preuves, mais il faut les amener au magistrat. Le journaliste est devenu de nos jours le meilleur juge ou le vrai juge. Ne sommes-nous pas là en train d'assister à l'avènement d'un état juge ou d'un état justice du journalisme? En d'autres termes, est-ce le journalisme attendu dans sa conceptualisation la plus profonde d'un informateur ne serait-il pas en train de devenir désormais un magistrat? Pourquoi? Parce que sans réunion d'éléments, les journalistes condamnent et même libèrent. Alors nous disons qu'il faut ici cette expédition que vous craignez est l'œuvre justement du déficit sanctionnateur, du défictionnisme à la fois des journalistes qui eux-mêmes parlent et condamnent et des magistrats. Mais peut-être les journalistes ne font que crier là où les magistrats se taisent. Peut-être que c'est par un appel, c'est un appel au secours que la justice devrait prendre plutôt que de voir ça comme une forme de... On ne la supplante pas. Non, je voudrais bien ici que nous soyons de la mesure dans tout ce que nous faisons. L'absence de mesure amène la démesure. Vous savez, Willy Kalengaye, tout texte en dehors du contexte est un prétexte. Nous sommes dans quel contexte? Est-ce un contexte réformateur ou un contexte expéditif? Alors, les valeurs révalorisantes, les valeurs, si vous voulez bien, ou la révalorisation de notre gouvernance ne peut que passer par la justice, et une bonne justice distribuée dans les conditions socialement acceptables. Mais si on va dire par l'innocent, le suspect, par une rumeur, une information, n'a pas été invité à se défendre, nous sommes là en train, par moment, de violer le principe de la présomption d'innocence. Mais c'est déjà bien que les gens dénoncent, et nous aimerions quand même que les individus soient respectés, tant que ceux-ci ne sont pas encore définitivement condamnés dans les conditions où leurs droits à la défense ont été aussi respectés. C'est aussi ce que prévoit la Constitution, mais globalement, il est important qu'aujourd'hui les Congolais dénoncent, mais ce que nous souhaitons, c'est que dans ces dénonciations, que le respect du principe d'innocence, la présomption d'innocence soit respectée, mais également la vie de l'homme, l'honneur de la personne, sont là des valeurs importantes que l'on ne peut pas obtenir avec l'argent et qui se construisent toute une vie et qui ne peuvent pas être écroulées du fait d'une communication d'un Congolais, soit-il un grand journaliste. Parce qu'aujourd'hui, chez vous, il y a des journalistes et des communicateurs. On ne sait pas qui est journaliste, qui ne l'est pas. Voilà, le débat n'est pas là, mais je suis avec vous ici. Ça a quand même une occasion de poser certaines questions que l'on se pose. Vous avez certainement entendu les gens dire, voilà, nous avons commencé le deuxième mandat, le président ne fait rien. Il y a comme une forme de, pas de regret, mais une forme d'attente non atteinte. Donc comme si les Congolais attendaient tellement beaucoup du président Félix Tshisekedi qu'ils ne voyaient pas encore venir les réformes en question et qu'il y a un début de regret. Je ne sais pas si vous l'avez la même lecture ou bien c'est parce que les choses que le président fait ne sont pas suffisamment bien vulgarisées. Il y a quelque chose comme une forme de... Bon, on s'attendait, mais ça ne vient pas. Mais aujourd'hui, d'abord, au niveau de la région, nous sommes le seul pays à avoir atteint le point de la revue du Fonds monétaire international. Nous sommes le seul pays où les salaires sont payés chaque mois. Le seul pays où aujourd'hui nous sommes en chantier avec les travaux qui se font. Un pays où tous les jours on essaie d'adapter les institutions à la demande publique. Aujourd'hui avec service d'encadrement de recettes, quoi qu'on dise aujourd'hui, le Congo mobilise plus qu'il y a quelques années. Mais par-delà tout ça, je pense qu'il y a un problème de communication. Il faut plutôt adapter notre communication à la nature du peuple que nous avons. Mais quand même des inquiétudes. C'est qu'aujourd'hui, la communication a laissé la place à une forme du populisme de réseau. L'on ne sait pas quel type de communication faudrait-il, quel type de peuple, quel type, je veux dire, destinataire avons-nous, ciblons-nous dans nos communications. Est-ce que les Congolais suivent les informations aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas confusion entre l'information qui est distillée au niveau des réseaux sociaux et celle officielle? C'est-à-dire qu'on est là dans une forme de confusion de buts et des contenus, des contenants et des contenus, et on est perdu. Voilà pourquoi le retour à l'ordre est tout aussi important en cette matière, mais je dois vous avouer que le président de la République a beaucoup fait. Les mandats passés a été totalement une réussite par rapport
à l'état de lieu de la société dans laquelle nous vivons. Mais aujourd'hui, le mandat qui s'ouvre le deuxième, il est tout aussi une réussite en raison d'efforts qui sont fournis, mais aujourd'hui aussi en raison des engagements, les 6 engagements du président de la République qui sont aujourd'hui en train d'être appliqués au jour le jour. Mais il faut donc reconnaître également qu'il y a beaucoup est encore à faire, mais nombreuses choses, nombreux plans ont été exécutés et le sont. Et un des chantiers majeurs, c'est la fiscalité. Le monde des affaires, vous connaissez très bien ce monde, se plaint encore, ne parvient pas à tirer profit des opportunités qu'il y a au Congo du fait d'une fiscalité prégnante. Est-ce que y a-t-il des réformes dans ce secteur-là? Est-ce qu'on peut envisager des réformes pour que nous ayons une fiscalité attrayante et que la plupart des investisseurs qui n'attendent à la porte du Congo puissent venir? Mais c'est une question, une importante question, parce que vous savez, la fiscalité est la clé même d'attrait des investissements ou des investisseurs au sens large. Mais chez nous, la fiscalité est souvent très mal connue et les réformes me semblent toujours partielles. Nous n'arrivons pas à cogiter, à approfondir sur les réformes qui permettent à la fois d'avoir des recettes locales et de pouvoir, n'est-ce pas, accéder à d'autres exigences fiscales qui permettraient d'accroître ici le taux d'augmentation des investissements, surtout direct étrangers. Quand vous prenez notre code fiscal, il est resté très longtemps, disons, une fiscalité de maximisation. Nous n'avons pas ici mis l'accent sur la fiscalité de développement. Cette fiscalité qui soit ici l'attrait, comme j'ai dit, les opérateurs, aux opérateurs économiques. Voilà pourquoi, entre la politique du démantèlement des pics tarifaires et cette politique de pouvoir augmenter les recettes locales, c'est-à-dire les impôts directs, il faut donc apprécier la mesure qu'il faut. Par exemple, si un Congolais habitant à la Belgique veut amener son véhicule au Congo, les droits d'entrée sont plus élevés que les droits d'acquisition pour certaines marques de véhicules. Alors, il faut penser, effectivement, comme beaucoup de pays, à pouvoir revisiter les pics tarifaires pour encourager également ces transactions, d'une part. Et de l'autre, voir au niveau local quels sont les impôts qu'il faut recadrer, quelles sont les assiettes fiscales à élargir. J'ai entendu parler du numéro impôt par Congolais pour parler de l'impôt sur les personnes physiques. Mais on a toujours négligé la source la plus importante d'impôt. C'est d'abord la plus-value immobilière. Nos immeubles-là, chaque année, accèdent à une valorisation, c'est-à-dire à une plus-value du fait du taux, du fait du degré d'urbanisation, mais aussi du fait du coût ou de la valorisation du mètre carré pour des communes qui prennent évidemment de l'urbanisation très avancée, moderne, rapidement, et qui font que le mètre carré augmente. La fiscalité belge, qui est fondée sur la plus-value immobilière, est une recette généralement chez nous négligée. Deuxièmement, l'impôt foncier. Cet impôt a été confié au budget des provinces, mais c'était une bêtise. Il faut la rattacher, la ramener au niveau de la DGI pour une bonne perception. Parce que les gouverneurs des provinces la perçoivent très mal et la collectent très mal. Il nous faut une fiscalité, disons, uniforme ou uniformisée au niveau de la Direction générale des impôts. Pourquoi? Parce que si un Congolais, propriétaire de propriété bâtie ou non bâtie, arrivait à payer seulement 2 €, 2 dollars pour sa propriété, sans distinction, disons, durant des localités auxquelles il se situerait, nous aurons des milliards de dollars sans recourir à qui que ce soit comme État, soi-disant les États qui nous apportent de l'aide. C'est pour dire que nous avons une fiscalité foncière sur laquelle les réformes doivent être concentrées, foncière dans ces 2 étages, foncière, disons, régulière, mais également foncière en termes de plus-value. Et par-delà tout ça, il faut envisager une nouvelle fiscalité, c'est-à-dire les droits accisiens, qui proviennent des assises des droits de consommation régulières. Un peu comme la TVA et tout ça. La TVA et parce qu'on parle de factures normalisées. In fine, justement, avoir la facture normalisée pour éviter
disons, la fuite, disons, de chiffre d'affaires qui amenuise généralement la taxe sur la valeur ajoutée. Et donc voilà, globalement, les quelques efforts qui doivent être fournis par les ministres des Finances pour pouvoir atteindre une fiscalité à la fois de développement et une fiscalité qui permette d'augmenter sérieusement les recettes et de permettre à ces recettes d'être affectées au service du développement. Professeur Lubanga, nous arrivons à la fin de cet entretien. Vous êtes un homme extrêmement occupé. Je reviens donc là où nous avons commencé, sur la CPI, pour vous poser une dernière question. Y a-t-il un lien votre présence ici, parce que quand même, on me posera la question, y a-t-il un lien entre ce qui se passe à l'est du pays, la guerre qui est aujourd'hui, à laquelle nous sommes confrontés, et les relations avec la CPI? Est-ce que la CPI peut intervenir? Parce que récemment, on a parlé de génocostes. Est-ce que la CPI peut intervenir dans la répression de ce qui aujourd'hui est devenu presque un crime contre l'humanité? Y a-t-il des dossiers? Non, il faut dire que la RDC a largement documenté les faits et les crimes qui se sont commis et qui sont en train d'être commis actuellement dans la partie orientale de notre pays. Nous avons saisi les procureurs pour le voir ouvrir les enquêtes et poursuivre les auteurs de ces crimes les plus graves. Mais il faut savoir qu'il faut, au-delà du monitoring des faits et des crimes, il faut une cohérence des actes probationnels susceptibles, n'est-ce pas, de vaincre le procureur dans son intime conviction pour déclencher les enquêtes. Le travail est en cours et donc c'est un appel lancé à tous ceux qui commettent les crimes dans la partie orientale que le monitoring est en cours, les criminels le seront. Il s'agit des crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Dans la durée, il n'y a pas de durée pour poursuivre les crimes contre l'humanité. Et je dois ici féliciter les Nations Unies qui a publié un rapport en juin, les rapports indiquant les différentes relations et les acteurs de ces crimes. Le génocide congolais est une réalité et je suis heureux de voir que la RDC a désormais une date de commémoration. Nous devons plus que jamais être déterminés, être engagés à poursuivre et à faire poursuivre quiconque se permet d'accéder ou d'entreprendre les actes de destruction de nos semblables. Voilà pourquoi le président de l'APIC a, de manière très ferme, donné des orientations que nous suivons religieusement pour pouvoir sensibiliser les bureaux du procureur, sensibiliser la communauté internationale à appuyer, n'est-ce pas, ces démarches en cours pour que les criminels, qui qu'ils soient, à quelque degré qu'ils se trouvent, lorsqu'il est pointé du doigt ou suspecté auteur des crimes ou commanditaire de ceci, qu'ils soient poursuivis pour la paix de l'humanité. Parce que nous travaillons pour l'humanité et l'humanité ne peut pas être appréciée en dehors du Congo. Le Congo aujourd'hui est de ces pays les plus fragilisés sous l'œil, aujourd'hui, on va dire passif, de toutes les organisations internationales qui nous prêchent le droit de l'homme. On ne le voit pas faire assez en ce qui concerne le Congo. On a vu des petits massacres provoqués par les voisins entre eux pour eux-mêmes faire l'objet de campagnes médiatiques. Mais dans cette médiaticité, où est le Congo aujourd'hui? Où aujourd'hui les crimes sont avérés? Tous les rapports le disent, mais plus personne n'en parle. Nous sommes abandonnés à tout sort. Voilà pourquoi nous ne lâchons pas. Nous sommes très engagés à pouvoir, de manière régulière, transmettre la documentation, les preuves au bureau du procureur pour que les criminels, d'où qu'ils se trouveraient, qui qu'ils soient, et à quelque degré qu'ils se trouveraient, et même de quelque race qu'elles soient poursuivis pour les faits commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous n'allons pas reculer. C'est un engagement à l'heure ferme. Merci, le professeur Lubanga, d'avoir été à droit à la parole. Merci surtout de nous avoir accueillis à partir de Bruxelles. Vous nous avez parlé de votre pays, vous avez parlé de la situation à l'Est, des réformes sur la justice, vous avez parlé aussi des réformes dans le domaine fiscal. Ça a donc été un bon moment partagé avec vous. Merci donc d'avoir été. C'est moi qui vous remercie pour votre aimable invitation et professionnalisme dans l'intérêt de notre peuple. Je vous remercie et je remercie toute l'équipe qui lui a facilité l'enregistrement. Alors, amis téléspectateurs, c'est la fin de droit à la parole.
Avec plaisir, c'est à partir de Bruxelles, nous avons eu cet entretien. Vous suivrez cet entretien sur toutes les plateformes de diffusion. Vous suivrez ça sur Géopolis Télévision, sur la TNF et sur certaines chaînes partenaires qui accepteraient certainement, comme d'habitude, à diffuser ces propos que nous avons eus en exclusivité à partir de la Belgique. C'est donc un plaisir pour moi et surtout, à bientôt. Au revoir.